Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procès. Bienvenue dans les Minutes de l'horreur. Beaucoup connaissent la saga Saw, une fiction où Jigsaw, un tueur en série, impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort dans des pièges souvent très sadiques et très sanglants. Des pièges parfaitement imaginés pour torturer et tuer. Une histoire fictive et totalement surréaliste, sortie tout droit de l'imagination des scénaristes. Ou peut-être pas. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est sanglante, terrifiante, tout droit sortie d'un véritable film d'horreur. Et pourtant, elle est bien réelle. Croyez-moi, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de réserver votre prochaine chambre d'hôtel. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom de Dr. Henry Howard Holmes. Il est considéré comme étant le premier tueur en série américain et réputé pour avoir créé un hôtel où chaque chambre était un piège mortel. Une chambre à gaz, des labyrinthes, des trappes secrètes, une pièce sans oxygène, bref. Alors que nous sommes en plein milieu de la révolution industrielle, Holmes va utiliser toutes les nouvelles inventions, les nouveaux moyens d'automatisation pour tuer. Installez-vous tranquillement, on va faire un voyage de 150 ans pour revenir à Chicago à la fin du 19e siècle et découvrir ensemble le château des meurtres. Aujourd'hui dans les Minutes de l'horreur, zoom sur Henry Howard Holmes, l'hôtelier aux 200 meurtres. H. Holmes, comme il est aussi appelé, est né le 17 mai 1861 dans le New Hampshire, aux États-Unis. On ne connaît malheureusement pas beaucoup de choses sur sa vie avant ses 20 ans, rien sur son enfance, on sait juste qu'il est né dans une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'était pas riche, mais pas pauvre non plus. Il n'a subi aucune violence, aucun choc. Il n'y a rien donc dans son enfance qui pourrait potentiellement expliquer tous les actes qu'il a commis au cours de sa vie. Holmes, au cours de son existence, a eu beaucoup d'identités différentes. Voilà aussi pourquoi il est très difficile de retracer entièrement toute sa vie. Pour décrire un peu le personnage, ça a été un véritable escroc. Il est adoré de toutes les femmes et de tous les hommes. Il est décrit par les gens comme quelqu'un de très gentil, avec de bonnes manières, mais en réalité, c'est un beau parleur, très manipulateur et obsédé par l'argent. À 20 ans, il commence des études de médecine et rapidement, il rencontre une femme, Clara Lovery, c'est le coup de foudre. Ils décident ensemble de partir du New Hampshire et se marient et ils ont un enfant. Mais très vite, Holmes va renvoyer sa femme et son enfant dans le New Hampshire en leur disant qu'il a besoin de faire fortune et de continuer ses études. Dès qu'il l'aura fait, il reviendra avec eux. C'est là qu'il va commencer par faire des premières escroqueries à l'assurance, en maquillant des corps pour pouvoir toucher l'argent de l'assurance avec l'aide de son complice. Ils vont procéder de la manière suivante. Holmes contractait une assurance vie au nom de son complice, Ben Pietzel. Ils attendaient quelques mois avant de le déclarer mort. Pour tromper les experts de l'assurance, Holmes va se fournir des cadavres. Comme il faisait médecine, il avait des contacts avec des personnes peu scrupuleuses, de morgue, donc il ne commettait encore aucun meurtre. À l'arrivée des experts, Holmes avait tellement défiguré et tellement maquillé les cadavres qu'il était impossible de les reconnaître. Dès que l'argent de l'assurance lui était accordé, il partageait tout avec Ben. Quelques années plus tard, en 1886, il s'installe dans le sud de Chicago. À cette époque, il faut savoir que Chicago se remet à peine de l'énorme incendie de 1871 et est en pleine révolution industrielle. Ça devient la ville de la modernité, avec les premiers gratte-ciel qui sortent de terre, il y a beaucoup d'inventeurs sur place, et Holmes, qui à cette époque a déjà l'idée de construire son hôtel, s'y installe pour faire fortune, mais surtout car il sait qu'il va pouvoir tirer parti de toute cette modernité pour pouvoir construire ses pièges dans son château de la terreur. Ça déborde dans la société, pour la ville de Chicago, et ça déborde jusqu'à Holmes, qui va comprendre et se servir de tous ces brevets, de tous ces trucs ingénieux
pour tuer encore plus dans sa maison avec ses pantoufles. Avant son hôtel, Holmes a alors 30 ans et il travaille depuis quelques temps dans la pharmacie des époux Holton. Et grâce à lui, l'affaire se développe très bien. C'est même à lui que Madame Holton va décider de vendre l'affaire quand son mari va mourir d'un cancer en 1887. Mais Holmes n'a jamais payé les dettes qu'il devait. Et Madame Holton, qui commençait à s'énerver, car elle voulait être payée, disparaît mystérieusement et ne fera plus jamais parler d'elle. Côté personnel, Holmes, comme je vous le disais, est quelqu'un de très manipulateur avec les hommes, mais aussi et surtout avec les femmes. La plupart de ses victimes, même s'il n'y a pas vraiment de profil type, ça va être des femmes, des employées, des maîtresses, des amantes. Il aime et plaît beaucoup. Pour les standards de l'époque, c'est vraiment un très bel homme. Une belle moustache, des habits propres sur lui, et en plus de ça, c'est un beau parleur. Il va avoir donc beaucoup de maîtresses qu'il va pour la plupart malheureusement tuer. Mais aussi beaucoup de femmes. Il va se marier plusieurs fois et va même jusqu'à devenir polygame, puisqu'en 1887, il va se marier avec une femme et va avoir une fille, alors qu'il est toujours marié à Clara Lovery, à qui il a promis de revenir quand il aurait fait fortune. Pour revenir un petit peu à sa vie personnelle et à la pharmacie, la famille de Madame Holton se pose beaucoup de questions. Holmes raconte qu'elle a décidé de partir en Californie suite au décès de son mari pour changer de vie. La famille recevra une carte postale avec le même discours et signée Madame Holton. Ils ne s'inquiéteront plus jamais de sa disparition. Vous l'aurez compris, Holmes a sûrement fait sa première victime. Il se retrouve donc, sans n'avoir rien dépensé, avec une pharmacie qui, vous allez le voir, va lui permettre d'ouvrir son hôtel. En quelques années, Holmes est passé d'un simple escroc à quelqu'un qui tue pour l'argent et pour arriver à ses fins. Et ce n'est que le début du parcours criminel d'H.H. Holmes. Après avoir hérité de la pharmacie, Holmes décide de la revendre et avec l'argent récolté, il va s'acheter un terrain vague à Chicago. C'est à cet endroit qu'il va décider de construire son hôtel qui a pour but d'ouvrir avant l'exposition universelle de 1893 et surtout à devenir une véritable machine à tuer. Une bâtisse immense surnommée par les riverains le château. Il va faire appel à des centaines d'artisans pour le construire, mais va être le seul à en connaître les plans. Pour cela, il renvoie très souvent ses employés, ce qui lui permet bien sûr de ne pas les payer, et d'être le seul véritablement à savoir à quoi va servir cet hôtel. L'hôtel est donc immense, surtout pour l'époque. Il fait 3 étages et comporte plus d'une centaine de pièces. Au premier étage, on y retrouve basiquement ses appartements et ses bureaux. Au deuxième étage, par contre, il y a l'hôtel. Un véritable temple à tuer. Chaque pièce, chaque chambre est une manière différente de tuer ses victimes. Pour ça, il va se procurer toutes les dernières innovations du moment, des monte-plats, qui vont lui permettre de déplacer les corps sans que personne ne le sache. Des tuyaux transportant le gaz et l'électricité. Nous sommes à la fin du 19e siècle, c'est énorme pour l'époque. Son hôtel est donc d'un modernisme fou. Comme je vous le disais, chaque pièce est conçue pour tuer. Elles étaient déjà toutes insonorisées. Quand vous rentriez dans une chambre, personne ne pouvait vous entendre hurler, et très souvent, vous n'en sortiez jamais vivant. Certaines étaient équipées de trappes, ce qui permettait à Holmes de s'introduire dans la chambre et de tuer ses victimes. Mais pour la plupart, il n'avait même pas à lever le petit doigt pour tuer. Dans des chambres, quand vous vous installiez dans la baignoire, une lame immense sortait et vous transperçait de part en part. D'autres, vous étiez simplement enfermés jusqu'à ce que vous mouriez de faim et de soif. Ou alors, brûlés vifs, il avait installé des pièces ignifugées avec des murs recouverts d'amiante. Dès qu'il y mettait le feu, la personne brûlait vive sans que personne d'autre dans l'hôtel ne s'en rende compte. Évidemment, aucune chambre n'était équipée de fenêtres. Le nombre de victimes qu'a fait H.H. Holmes est très vague, car on le sait, il a tué beaucoup de ses employés et beaucoup de ses maîtresses, mais au moment de l'exposition universelle,
son hôtel était ouvert. Beaucoup de voyageurs sont venus s'y installer. Et malheureusement, il est impossible de savoir s'ils ont réussi à s'en sortir vivants ou pas. Au rez-de-chaussée, il avait installé des magasins, mais bien sûr, uniquement des arnaques. Des bijouteries qui vendaient des faux diamants, des pharmacies qui vendaient des faux médicaments, mais aussi un magasin de rachat de brevets. Et puis il y a surtout un magasin de brevets. C'est de cette manière-là qu'il va accueillir des ingénieurs, des inventeurs, qui vont lui proposer des produits, des innovations technologiques qu'il va parfois remanier, parfois pas, pour pouvoir justement servir de machine à donner la mort. Comme vous l'avez vu, il utilise toutes les dernières technologies pour tuer. Il a reçu par exemple dans son magasin de brevets Wade Warner, qui était l'inventeur d'un four très puissant qui servait à faire fondre du verre. Il lui a demandé d'en installer un dans le sous-sol de l'hôtel, et il l'a utilisé pour tuer son propre inventeur, Wade, en l'emprisonnant dedans et en l'allumant. Encore une fois, pour éviter de payer son installation. Holmes était un monstre. Il tue des fois pour le côté pratique, souvent pour éviter de payer ses employés, ses installations, ses achats, ou pour se faire de l'argent. Par exemple, dans le sous-sol, il avait installé, en plus du four, une petite salle d'opération. Il se servait d'elle pour dépecer certaines victimes, reconstituer leurs squelettes et les vendre 40 $ pièce à des hôpitaux ou des écoles de médecine. Chaque moyen était bon pour se faire de l'argent. Néanmoins, il prend quand même beaucoup de plaisir à tuer, ou en tout cas, à torturer. Certes, beaucoup de meurtres de Holmes sont purement pratiques pour lui. Comme je l'ai dit avant, pour se faire de l'argent ou pour cacher son secret. Mais certaines répondent bien à des envies, à des pulsions. Déjà, avoir l'idée en tête pendant des années de construire un hôtel de ce type. Imaginez des chambres comme de véritables pièges, installer des œillets pour pouvoir observer discrètement ses victimes souffrir. Mais aussi, quand il a fait construire dans son bureau un coffre entièrement insonorisé où il y installe des fillettes jusqu'à ce qu'elles meurent de soif et de faim. Alors qu'en même temps, dans ce même bureau, il y reçoit des clients toute la journée qui ne se doutent de rien. Il sait ce qu'il est en train de se passer et il y prend beaucoup de plaisir. Un homme démoniaque qui jouissait de voir ou de savoir que ses victimes souffraient. Pendant des mois, Holmes va donc tuer par intérêt mais aussi par plaisir. Il va créer de plus en plus de pièges tirés tout droit d'un véritable film d'horreur. Et c'est finalement pour une bête histoire de fraude qu'il tombe en 1894. Il va recommencer ses fraudes à l'assurance qu'il faisait quand il était plus jeune, avec toujours le même complice. Sauf que cette fois-ci, Holmes a changé. Il a appris et prend beaucoup de plaisir à tuer. Holmes va donc cette fois-ci vraiment tuer son complice pour récupérer tout l'argent de l'assurance. Sauf que celui-ci avait prévenu sa famille qu'il allait participer à une escroquerie, qu'il allait faire semblant de mourir, mais qu'il allait revenir tranquillement quelques jours plus tard. Holmes, n'ayant pas prévu ça, décide tout simplement de tuer toute la famille de Ben. Il va réussir à tuer ses 3 enfants, mais va échouer à assassiner sa femme. Les enquêteurs étaient déjà à ce moment-là sur le cas de Holmes car ils trouvaient cette histoire d'assurance vraiment très bizarre. Quand il va l'apprendre, il va donc prendre la fuite, mais un détective privé va partir à sa recherche. Il va finalement être arrêté le 17 novembre 1894, et c'est seulement à ce moment-là que les enquêteurs comprennent qu'ils ont mis la main sur un tueur en série, le tout premier de l'histoire des États-Unis. Lors de son procès, Holmes va avouer seulement 27 meurtres, mais on estime le nombre à plus de 200. Il va être condamné à la peine capitale par pendaison. En attendant son exécution, il va vendre toute son histoire à un journal américain et va reverser l'argent à son premier fils qu'il a eu avec Clara Lovery. Il va leur dire les mots suivants. « Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin, pas plus que le poète peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. »
2 ans plus tard, en 1896, Holmes est pendu dans la prison du comté de Philadelphie. Conformément à ses dernières volontés, il est enterré sous 2 tonnes de béton. Certains disent qu'il ne voulait pas, paradoxalement, qu'après son décès, son corps subisse le même sort que celui qu'il a infligé à toutes ses victimes. Holmes adorait, après avoir tué quelqu'un, soit l'examiner, le disséquer, vendre son squelette, ou alors tout simplement mutiler son cadavre, le brûler, le découper, les plonger dans des bacs d'acide pour dissoudre tout ce qu'il en reste. D'autres pensent qu'il était vraiment le diable et qu'il ne voulait tout simplement pas que les gens l'apprennent en découvrant son corps. Depuis sa mort, de nombreuses légendes courent, toujours encore aujourd'hui, autour de H.H. Holmes. Comme je vous le disais, certains pensent donc que c'est vraiment le diable, notamment suite à ses déclarations, au fait qu'il veuille être enterré sous du béton, mais aussi car d'après des rumeurs, toutes les personnes qui ont participé à son procès sont tous morts dans de mystérieuses circonstances. Mais aussi et surtout, car bizarrement, au moment de sa pendaison, quand la trappe s'est ouverte, il a mis plus de 25 minutes avant de mourir. L'arrière-arrière-petit-fils de Holmes, Jeff Mudgett, a publié récemment un livre voulant prouver que son ancêtre serait aussi Jack l'Éventreur. Effectivement, beaucoup d'indices pourraient indiquer que H.H. Holmes est bien et serait Jack l'Éventreur. Il était à Londres au moment des crimes, il correspondrait au portrait robot qui avait été établi à l'époque. Des experts disent même que les écritures des 2 tueurs sont pratiquement identiques. Et surtout, Jack l'Éventreur était connu pour avoir une parfaite connaissance de l'anatomie, ce qui est totalement le cas de H.H. Holmes. Tous ces éléments ne sont que des suppositions évidemment. Certains experts veulent se pencher sur la question car ils auraient peut-être découvert l'identité de Jack l'Éventreur. Mais la rumeur qui est revenue le plus était qu'il a réussi à soudoyer des gardiens et que ce n'est pas lui qui a été pendu. Le Chicago Daily Inter-Océan a écrit en 1898 « Dans les 2 heures qui ont suivi la pendaison, un véhicule des pompes funèbres transportant un cercueil a quitté la prison. Il était censé transporter le corps de Holmes. Au lieu de cela, il transportait Holmes, vivant. » Pour faire taire définitivement ces rumeurs, un juge a autorisé l'exhumation de son corps début 2017, plus de 110 ans après son exécution. Une opération qui a été réalisée le 28 avril. Dans un premier temps, les scientifiques sont tombés sur un tombeau entouré de béton, avec à l'intérieur un cercueil vide. Tout le monde était sous le choc en découvrant ça. Mais les scientifiques ont décidé de creuser un peu plus bas. Et ils ont trouvé un 2e cercueil, lui aussi entouré de béton, mais avec à l'intérieur un cadavre parfaitement conservé. Le béton a protégé la dépouille. Les vêtements d'Holmes sont intacts et sa fameuse moustache est en très bon état. De son corps, les chercheurs n'ont bizarrement pas pu tirer le moindre échantillon d'ADN. C'est finalement grâce à ses dents qu'ils ont pu confirmer son identité. Donc oui, Holmes est bien mort lors de son exécution en 1896. C'est certainement lui qui est enterré dans sa tombe. Mais alors, pourquoi y avait-il un premier cercueil vide ? Aussi mystérieux que Jack l'Éventreur, nous n'aurons sûrement jamais aucune réponse. Alors, je vous laisse vous faire votre propre avis sur l'affaire terrifiante de Henry Howard Holmes. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode des Minutes de l'Horreur, avec pour thème Henry Howard Holmes, l'hôtelier aux 200 meurtres. Si le podcast vous a plu, je vous invite à le partager sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi à noter le podcast avec les étoiles qui se situent juste en dessous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et sur le site internet. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter et partager les Minutes de l'Horreur. Vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram Les Minutes de l'Horreur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir tous ensemble une nouvelle affaire criminelle.